Bienvenue. Entrez légèrement dans cette première balade littéraire, antique et moderne, consacrée à des paysages choisis dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je ne dévoilerai rien sur l'œuvre, sinon des mots qui reflètent ce que j'admire du style de l'autrice. Ces mots sont un choix subjectif qui vous plaira, je l'espère. Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillé de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même, et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropésie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal, et prête à en rejeter le blâme sur le jeune Iolas, qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin, et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Paix. J'aime mon corps. Il m'a bien servi, et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus comme Hermogène prétend encore le faire sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Cet homme pourtant si fin m'a débité de vagues formules de réconfort, trop banales pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture, mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de 30 ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène est savant, il est même sage. Sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cour. J'aurais pour lot d'être le plus soigné des malades, mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque, et j'ai 60 ans. Ne t'y trompe pas. Je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur, presque aussi absurde que celle de l'espérance, et assurément beaucoup plus pénible. S'il fallait m'abuser, j'aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance. Je n'y perdrais pas plus et j'en souffrirais moins. Ce terme si voisin n'est pas nécessairement immédiat. Je me couche encore chaque nuit avec l'espoir d'atteindre au matin. À l'intérieur des limites infranchissables dont je parlais tout à l'heure, je puis défendre ma position pied à pied, et même regagner quelques pouces du terrain perdu. Je n'en suis pas moins arrivé à l'âge où la vie, pour chaque homme, est une défaite acceptée. Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi, il en est ainsi pour nous tous. Mais l'incertitude du lieu, du temps et du mode, qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons sans trêve, diminue pour moi à mesure que progresse ma maladie mortelle. Le premier venu peut mourir tout à l'heure, mais le malade sait qu'il ne vivra plus dans 10 ans. Ma marge d'hésitation ne s'étend plus sur des années, mais sur des mois. Les chances de finir d'un coup de poignard au cœur ou d'une chute de cheval deviennent des plus minimes. La peste paraît improbable. La lèpre ou le cancer semblent définitivement distancés. Je ne cours plus le risque de tomber aux frontières frappé d'une hache calédonienne ou transpercé d'une flèche parthe. Les tempêtes n'ont pas su profiter des occasions offertes, et le sorcier qui m'a prédit que je ne me noierais pas semble avoir eu raison. Je mourrai à Tibur, à Rome ou à Naples tout au plus, et une crise d'étouffement se chargera de la besogne. Serais-je emporté par la 10e crise ou par la 100e?
Toute la question est là. Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. Déjà, certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier. C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe, à ce peuple de fermiers économes et de soldats frugaux, repus d'ail et d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysans pris de fringales. Nos Romains s'étouffent d'ortolans, s'inondent de sauces et s'empoisonnent d'épices. Un Apicius s'enorgueillit de la succession des services, de cette série de plats aigres ou doux, lourds ou subtils, qui composent la belle ordonnance de ses banquets. Passe encore si chacun de ces mets était servi à part, assimilé à jeun, doctement dégusté par un gourmet aux papilles intactes. Présentés pêle-mêle, au sein d'une profusion banale et journalière, ils forment dans le palais et dans l'estomac de l'homme qui mange une confusion détestable où les odeurs, les saveurs, les substances perdent leur valeur propre et leur ravissante identité. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares, ces pâtés de faisan avec leur savant dosage de jambon et d'épices, témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien et du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La Grèce s'y entendait mieux. Son vin résiné, son pain clouté de sésame, ses poissons retournés sur le grill au bord de la mer, noircis intégralement par le feu et assaisonnés çà et là du craquement d'un grain de sable, contentaient purement l'appétit, sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. J'ai goûté, dans telle bouge d'Égine ou de Phalère, à des nourritures si fraîches qu'elles demeuraient divinement propres, en dépit des doigts sales du garçon de taverne, si modiques, mais si suffisantes, qu'elles semblaient contenir sous la forme la plus résumée possible quelque essence d'immortalité. La viande cuite au soir des chasses avait elle aussi cette qualité presque sacramentelle, nous ramenait plus loin aux origines sauvages des races. Le vin nous initie au mystère volcanique du sol, aux richesses minérales cachées. Une coupe de Samos bue à midi, en plein soleil, ou au contraire absorbée par un soir d'hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiatement au creux du diaphragme son écoulement chaud, sa sûre et brûlante dispersion le long de nos artères, est une sensation presque sacrée, parfois trop forte pour une tête humaine. Je ne la retrouve plus si pure sortant des celliers numérotés de Rome, et le pédantisme des grands connaisseurs de crues m'impatiente. Plus pieusement encore, l'eau bue dans la paume ou à même la source fait couler en nous le sel le plus secret de la terre et la pluie du ciel. Mais l'eau elle-même est un délice dont le malade que je suis doit à présent n'user qu'avec sobriété. N'importe. Même à l'agonie, et mêlé à l'amertume des dernières potions, je m'efforcerai de goûter sa fraîche insipidité sur mes lèvres. J'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie, où il sied d'essayer une fois pour toutes chaque méthode de conduite. Plus tard en Asie, j'ai vu des gymnosophistes indiens détourner la tête des agneaux fumants et des quartiers de gazelles servis sous la tente d'Osroès. Mais cette pratique à laquelle ta jeune austérité trouve du charme demande des soins plus compliqués que ceux de la gourmandise elle-même. Elle nous sépare trop du commun des hommes dans une fonction presque toujours publique et à laquelle préside le plus souvent l'apparat ou l'amitié. J'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oie grasse et de pintade que de me faire accuser par mes convives à chaque repas d'une ostentation d'ascétisme. Déjà ai-je eu quelque peine, à l'aide de fruits secs ou du contenu d'un verre lentement dégusté, à déguiser à mes invités que les pièces montées de mes chefs étaient pour eux plutôt que pour moi,
que ma curiosité pour ces mets finissait avant la leur. Un prince manque ici de la latitude offerte aux philosophes. Il ne peut se permettre de différer sur trop de points à la fois, et les dieux savent que mes points de différence n'étaient déjà que trop nombreux, bien que je me flattasse que beaucoup fussent invisibles. Quant aux scrupules religieux du gymnosophiste, à son dégoût en présence des chairs ensanglantées, j'en serais plus touché s'il ne m'arrivait de me demander en quoi la souffrance de l'herbe qu'on coupe diffère essentiellement de celle des moutons qu'on égorge, et si notre horreur devant les bêtes assassinées ne tient pas surtout à ce que notre sensibilité appartient au même règne. Mais à certains moments de la vie, dans les périodes de jeûne rituel par exemple, ou au cours des initiations religieuses, j'ai connu les avantages pour l'esprit et aussi les dangers des différentes formes de l'abstinence, ou même de l'inanition volontaire, de ces états proches du vertige, où le corps en partie délesté entre dans un monde pour lequel il n'est pas fait, et qui préfigure les froides légèretés de la mort. À d'autres moments, ces expériences m'ont permis de jouer avec l'idée du suicide progressif, du trépas par inanition qui fut celui de certains philosophes, espèce de débauche retournée où l'on va jusqu'à l'épuisement de la substance humaine. Mais il m'eût toujours déplu d'adhérer totalement à un système, et je n'aurais pas voulu qu'un scrupule m'enlevât le droit de me gaver de charcuterie, si par hasard j'en avais envie, ou si cette nourriture était la seule facile. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Ça et là, effleurent les granits de l'inévitable. Partout les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d'or, ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil de souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité. Mais trop de routes ne mènent nulle part. Trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. Je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent puisqu'elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes, ou même dans la mienne propre. Puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux qui durèrent peu sont assurément négligeables, mais les occupations qui s'étendirent sur toute la vie ne signifient pas davantage. Par exemple, il me semble à peine essentiel au moment où j'écris ceci d'avoir été empereur. Les trois quarts de ma vie échappent d'ailleurs à cette définition par les actes. La masse de mes velléités, de mes désirs, de mes projets même, demeure aussi nébuleuse et aussi fuyante qu'un fantôme. Le reste, la partie palpable, plus ou moins authentifiée par les faits, est à peine plus distincte, et la séquence des événements aussi confuse que celle des songes. J'ai ma chronologie bien à moi, impossible à accorder avec celle qui se base sur la fondation de Rome ou avec l'ère des Olympiades. 15 ans aux armées ont duré moins qu'un matin d'Athènes. Il y a des gens que j'ai fréquentés toute ma vie et que je ne reconnaîtrai pas aux enfers. Les plans de l'espace se chevauchent ainsi. L'Égypte et la vallée de Tempe sont toutes proches, et je ne suis pas toujours à Tibur quand j'y suis.
Tantôt ma vie m'apparaît banale, au point de ne pas valoir d'être non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importante même à mes propres yeux que celle du premier venu. Tantôt elle me semble unique, et par là même sans valeur, inutile, parce qu'impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. Rien ne m'explique. Mes vices et mes vertus n'y suffisent absolument pas. Mon bonheur le fait davantage, mais par intervalles, sans continuité et surtout sans acceptable cause. Mais l'esprit humain répugne à s'accepter des mains du hasard, à n'être que le produit passager de chances auxquelles aucun dieu ne préside, surtout pas lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. C'est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher vers les explications magiques, chercher dans les délires de l'occulte ce que le sens commun ne me donnait pas. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres. Je ne méprise pas les hommes. Si je le faisais, je n'aurais aucun droit ni aucune raison d'essayer de les gouverner. Je les sais vains, ignorants, avides, inquiets, capables de presque tout pour réussir, pour se faire valoir même à leurs propres yeux, ou tout simplement pour éviter de souffrir. Je le sais, je suis comme eux, du moins par moments, où j'aurais pu l'être. Entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale. Je m'efforce donc que mon attitude soit aussi éloignée de la froide supériorité du philosophe que de l'arrogance du César. Les plus opaques des hommes ne sont pas sans lueur. Cet assassin joue proprement de la flûte, ce contremaître déchirant à coups de fouet le dos des esclaves est peut-être un bon fils. Cet idiot partagerait avec moi son dernier morceau de pain. Et il y en a peu auxquels on ne puisse apprendre convenablement quelque chose. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas, et de négliger de cultiver celles qu'il possède. J'appliquerai ici à la recherche de ces vertus fragmentaires ce que je disais plus haut, voluptueusement, de la recherche de la beauté. J'ai connu des êtres infiniment plus nobles, plus parfaits que moi-même, comme ton père, Antonin. J'ai fréquenté bon nombre de héros et même quelques sages. J'ai rencontré chez la plupart des hommes peu de consistance dans le bien, mais pas davantage dans le mal. Leur méfiance, leur indifférence plus ou moins hostile, cédaient presque trop vite, presque honteusement, se changeaient presque trop facilement en gratitude, en respect, d'ailleurs sans doute aussi peu durable. Leur égoïsme même pouvait être tourné à des fins utiles. Je m'étonne toujours que si peu m'aient haï. Je n'ai eu que 2 ou 3 ennemis acharnés, dont j'étais, comme toujours, en partie responsable. Quelques-uns m'ont aimé, ceux-là m'ont donné beaucoup plus que je n'avais le droit d'exiger, ni même d'espérer d'eux. Leur mort, quelquefois leur vie. Et le Dieu qu'ils portent en eux se révèle souvent lorsqu'ils meurent. Jamais à fréquenter les barbares. Ce grand pays, situé entre les bouches du Danube et celles du Borysthenes, triangle dont j'ai parcouru au moins 2 côtés, compte parmi les régions les plus surprenantes du monde, du moins pour nous, hommes nés sur les rivages de la mer intérieure, habitués aux paysages purs et secs du sud,
aux collines et aux péninsules. Il m'est arrivé là-bas d'adorer la déesse Terre, comme ici nous adorons la déesse Rome, et je ne parle pas tant de Cérès que d'une divinité plus antique, antérieure même à l'invention des moissons. Notre sol grec ou latin, soutenu partout par l'ossature des rochers, a l'élégance nette d'un corps mâle. La terre scythe avait l'abondance un peu lourde d'un corps de femme étendu. La plaine ne se terminait qu'au ciel. Mon émerveillement ne cessait pas en présence du miracle des fleuves. Cette vaste terre vide n'était pour eux qu'une pente et qu'un lit. Les rivières sont brèves. On ne s'y sent jamais loin des sources. Mais l'énorme coulée qui s'achevait ici en confus estuaires charriait les bouts d'un continent inconnu, les glaces de régions inhabitables. Le froid d'un haut plateau d'Espagne ne le cède à aucun autre, mais c'était la première fois que je me trouvais face à face avec le véritable hiver, qui ne fait dans nos pays que des apparitions plus ou moins brèves, mais qui là-bas s'installe pour de longues périodes de mois, et que plus au nord on devine immuable, sans commencement et sans fin. Le soir de mon arrivée au camp, le Danube était une immense route de glace rouge puis de glace bleue, sillonnée par le travail intérieur des courants de traces aussi profondes que celles des chars. Nous nous protégeons du froid par des fourrures. La présence de cet ennemi impersonnel, presque abstrait, produisait une exaltation indescriptible, un sentiment d'énergie accrue. On luttait pour conserver sa chaleur comme ailleurs pour garder courage. À certains jours, sur la steppe, la neige effaçait tous les plans, déjà si peu sensibles. On galopait dans un monde de pur espace et d'atomes purs. Aux choses les plus banales, les plus molles, le gel donnait une transparence en même temps qu'une dureté céleste. Tout roseau brisé devenait une flûte de cristal. Assar, mon guide caucasien, fendait la glace au crépuscule pour abreuver nos chevaux. Ces bêtes étaient d'ailleurs un de nos points de contact les plus utiles avec les barbares. Une espèce d'amitié se fondait sur des marchandages, des discussions sans fin, et le respect éprouvé l'un pour l'autre à cause de quelques prouesses équestres. Le soir, les feux de camp éclairaient les bonds extraordinaires des danseurs à la taille étroite et leurs extravagants bracelets d'or. Atianus avait vu juste. L'or vierge du respect serait trop mou sans un certain alliage de crainte. Il en fut de l'assassinat des 4 consulaires, comme de l'histoire du testament forgé. Les esprits honnêtes, les cœurs vertueux se refusèrent à me croire impliqué. Les cyniques supposaient le pire, mais m'en admiraient d'autant plus. Rome se calma dès qu'on sut que mes rancunes s'arrêtaient court. La joie qu'avait chacun de se sentir rassuré fit promptement oublier les morts. On s'émerveillait de ma douceur parce qu'on la jugeait délibérée, volontaire, préférée chaque matin à une violence qui ne m'eût pas été moins facile. On louait ma simplicité parce qu'on croyait y voir un calcul. Trajan avait eu la plupart des vertus modestes, les miennes surprenaient davantage. Un peu plus et on y aurait vu un raffinement de vice. J'étais le même homme qu'autrefois, mais ce qu'on avait méprisé passait pour sublime. Une extrême politesse, où les esprits grossiers avaient vu une forme de faiblesse, peut-être de lâcheté, parut les gaines lisses et lustrées de ma force. On porta au nu ma patience envers les solliciteurs, mes fréquentes visites aux malades des hôpitaux militaires, ma familiarité amicale avec les vétérans rentrés au foyer. Tout cela ne différait pas de la manière dont j'avais toute ma vie traité mes serviteurs et les colons de mes fermes. Chacun de nous a plus de vertus qu'on ne le croit, mais le succès seul les met en lumière, peut-être parce qu'on s'attend alors à nous voir cesser de les exercer. Les êtres humains avouent leur pire faiblesse quand ils s'étonnent qu'un maître du monde ne soit pas sottement indolent, présomptueux ou cruel.
J'avais refusé tous les titres. Au premier mois de mon règne, le Sénat m'avait paré à mon insu de cette longue série d'appellations honorifiques qu'on drape comme un châle à franges autour du cou de certains empereurs. Dacique, parthique, germanique. Trajan avait aimé ces beaux bruits de musique guerrière, pareils aux cymbales et aux tambours des régiments parthes. Il avait suscité en lui des échos, des réponses. Il ne faisait que m'irriter ou m'étourdir. Je fis enlever tout cela. Je repoussai aussi, provisoirement, l'admirable titre de père de la patrie, qu'Auguste n'accepta que sur le tard, et dont je ne m'estimais pas encore digne. Il en alla de même du triomphe. Il eût été ridicule d'y consentir pour une guerre à laquelle mon seul mérite était d'avoir mis fin. Ceux qui virent de la modestie dans ces refus se trompèrent autant que ceux qui m'en reprochaient l'orgueil. Mon calcul portait moins sur l'effet produit chez autrui que sur les avantages pour moi-même. Je voulais que mon prestige fût personnel, collé à la peau, immédiatement mesurable en termes d'agilité mentale, de force ou d'actes accomplis. Les titres, s'ils venaient, viendraient plus tard, d'autres titres, témoignages de victoires plus secrètes, auxquelles je n'osais encore prétendre. J'avais pour le moment assez à faire de devenir, ou d'être, le plus possible, Adrien. L'été qui suivit ma rencontre avec Osroès se passa en Asie mineure. Je fis halte en Bithynie pour surveiller moi-même la mise en coupe des forêts de l'État. À Nicomédie, ville éclair, policée, savante, je m'installai chez le procurateur de la province, Cneius Pompeius Proculus, dans l'ancienne résidence du roi Nicomède, pleine des souvenirs voluptueux du jeune Jules César. Les brises de la Propontide éventaient ces salles fraîches et sombres. Proculus, homme de goût, organisa pour moi des réunions littéraires. Des sophistes de passage, de petits groupes d'étudiants et d'amateurs de belles lettres se réunissaient dans les jardins, au bord d'une source consacrée à Pan. De temps à autre, un serviteur y plongeait une grande jarre d'argile poreuse. Les verres les plus limpides semblaient opaques comparés à cette eau pure. On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron, que j'aime pour ses folles juxtapositions de sons, d'allusions et d'images, sons complexes, systèmes de reflets et d'échos. Un jeune garçon placé à l'écart écoutait ces strophes difficiles avec une attention à la fois distraite et pensive, et je songeais immédiatement à un berger au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d'oiseau. Il n'avait apporté ni tablette, ni stylet. Assis sur le rebord de la vasque, il touchait des doigts la belle surface lisse. J'appris que son père avait occupé une place modeste dans la gestion des grands domaines impériaux. Laissé tout jeune aux soins d'un aïeul, l'écolier avait été envoyé chez un hôte de ses parents, armateur à Nicomédie, qui semblait riche à cette famille pauvre. Je le gardai après le départ des autres. Il était peu lettré, ignorant de presque tout, réfléchi, crédule. Je connaissais Claudiopolis, sa ville natale. Je réussis à le faire parler de sa maison familiale au bord des grands bois de pin qui pourvoient aux mâts de nos navires, du temple d'Attis, situé sur la colline, dont il aimait les musiques stridentes, des beaux chevaux de son pays et de ses étranges lieux. Cette voix, un peu voilée, prononçait le grec avec l'accent d'Asie. Soudain, se sentant écouté ou regardé peut-être, il se troubla, rougit, retomba dans un de ces silences obstinés dont je pris bientôt l'habitude. Une intimité s'ébaucha. Il m'accompagna par la suite dans tous mes voyages, et quelques années fabuleuses commencèrent.
Antinous était grec. J'ai remonté dans les souvenirs de cette famille ancienne et obscure jusqu'à l'époque des premiers colons arcadiens sur les bords de la Propontide. Mais l'Asie avait produit sur ce sang un peu âcre l'effet de la goutte de miel qui trouble et parfume un vin pur. Je retrouvais en lui les superstitions d'un disciple d'Apollonius, la foi monarchique d'un sujet oriental du grand roi. Sa présence était extraordinairement silencieuse. Il m'a suivi comme un animal ou comme un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance. Ce beau lévrier ravide de caresses et d'ordre se coucha sur ma vie. J'admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n'était pas son délice ou son culte. Elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupule, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m'émerveillais de cette dure douceur, de ce dévouement sombre qui engageait tout l'être. Et pourtant, cette soumission n'était pas aveugle. Ses paupières, si souvent baissées dans l'acquiescement ou dans le songe, se relevaient. Les yeux les plus attentifs du monde me regardaient en face, je me sentais jugé. Mais je l'étais comme un dieu l'est par son fidèle. Mes duretés, mes accès de méfiance, car j'en eus plus tard, étaient patiemment, gravement acceptés. Je n'ai été maître absolu qu'une seule fois, et que d'un seul être.